Le théétète de Platon. Introduction, notice, argument. La discussion qui fait l'objet du théétète est précédée d'une sorte de prologue. C'est une conversation entre deux mégariens, anciens disciples de Socrate, Euclide et Terpsion. Euclide, qui était descendu au port de Mégare, y a rencontré Théétète, qu'on transportait malade et blessé du camp de Corinthe à Athènes. Quelle perte, s'écrie Terpsion, si ce grand savant et ce brave soldat vient à mourir. Il a, dit Euripide, justifié l'augure de Socrate qui lui avait prédit un glorieux avenir. Socrate, en effet, quelque temps avant son procès, s'était trouvé avec Théétète et avait eu avec lui un entretien où la précoce intelligence du jeune homme l'avait frappé. « Pourrais-tu, dit Terpsion, me rapporter cet entretien ? » ?»« Non, mais je l'ai rédigé sur le récit que m'en a fait Socrate. Seulement, au lieu de garder la forme du récit, j'en ai fait un dialogue direct entre Socrate et ses deux interlocuteurs, Théodore et Théétète. Entrons, et mon esclave nous en fera la lecture. C'est Socrate qui ouvre la conversation. « Dis-moi, Théodore, toi qui enseignes ici la géométrie, as-tu distingué parmi tes élèves athéniens quelques jeunes gens qui promettent de devenir des hommes de mérite ? » ?»« Oui, Socrate, un en particulier. Il te ressemble au physique et il est merveilleusement doué quant à l'intelligence et aux qualités morales. Le voici d'ailleurs au milieu de ces jeunes gens qui s'approchent. Il s'appelle Théétète. Veux-tu lui dire de venir ici ? » Appelé par Théodore, Théétète s'approche. « Puisque tu apprends les sciences à l'école de Théodore, lui dit Socrate, pourrais-tu me dire en quoi consiste la science ? » La science, c'est ce qu'enseigne Théodore, la géométrie, l'astronomie, l'harmonie, le calcul et les arts en général. Ce n'est pas la science que tu définis là, mais ses objets. Si je te demandais ce qu'est la boue et que tu me répondes « il y a la boue des potiers, celle des briquetiers et d'autres », je ne serais pas du tout renseigné sur la nature de la boue. Ce qu'il fallait me dire, c'est que la boue est de la terre délayée dans de l'eau. Je comprends, dit Théétète. Ce que tu me demandes, nous l'avons fait l'autre jour, le jeune Socrate et moi, à propos des racines. Les racines étant infinies en nombre, nous avons essayé de les rassembler toutes sous un terme unique, et nous avons ainsi reconnu deux classes de nombres que nous avons dénommées longueur et racine. C'est parfait, dit Socrate. Et maintenant, puisque tu as renfermé toutes les racines dans une forme unique, essaie de faire de même pour les nombreuses formes de la science. Je l'ai déjà essayé maintes fois, mais sans en venir à bout. Cependant, je ne puis me désintéresser de la question. C'est que ton âme est grosse, Théétète. Eh bien, n'as-tu pas entendu dire que je suis le fils d'une sage-femme et que j'ai l'art d'accoucher les esprits, comme elle avait celui d'accoucher les femmes ? Je sais de plus discerner si l'esprit d'un jeune homme enfante une chimère ou un fruit réel et vrai. Fie-toi donc à moi et ne te chagrine pas si en examinant ce que tu diras, je juge que ce n'est qu'un fantôme sans réalité. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la science ? Théétète va proposer successivement 3 définitions qui seront examinées et repoussées l'une après l'autre. Premièrement, la science est la sensation. Deuxièmement, la science est l'opinion vraie. Troisièmement, la science est l'opinion vraie accompagnée de raison. Première définition, la science est la sensation. La première définition occupe à elle seule plus de place que les deux autres. C'est qu'elle se rattache à des doctrines célèbres que Socrate expose dans toute leur force avant de les réfuter. La doctrine que la science est la sensation n'est autre que celle de Protagoras quand il dit que l'homme est la mesure de toute chose, c'est-à-dire que telle une chose m'apparaît, telle elle est pour moi, et que telle elle t'apparaît, telle elle est pour toi.
Comme apparaître c'est être senti, il s'ensuit que la sensation est la science. Sur quoi s'appuie cette théorie de Protagoras? Sur la doctrine d'Héraclite que tout est en mouvement, que rien n'est fixe, que tout devient. Cette doctrine remonte à Homère et c'est celle de tous les sages, à l'exception de Parménide et de son école. C'est du mouvement et de leur mélange réciproque que se forment tous les êtres que nous disons exister, tandis que le repos les détruit. Ils n'existent point par eux-mêmes. Ainsi, la couleur n'est pas quelque chose qui existe à part. Ce n'est en effet ni l'organe appliqué à l'objet, ni l'objet auquel l'organe s'applique, mais un produit intermédiaire propre à chaque individu. Et encore ce produit varie-t-il dans le même individu, parce que celui-ci change sans cesse. Pénétrant plus avant dans la doctrine du mouvement universel, ou peut-être l'approfondissant et la complétant lui-même, comme il le fait souvent quand il expose les idées d'un adversaire, Socrate s'applique ensuite à démontrer que le mouvement seul existe. Il y a des mouvements de deux espèces dont chacune est infinie en nombre. L'une d'elles consiste dans une force active, l'autre dans une force passive. De leur union et de leur friction mutuelle naissent des rejetons en nombre infini, mais par couple jumeaux. L'un est l'objet de la sensation, l'autre la sensation, et ils sont toujours liés ensemble. Tout est en mouvement, mais ce mouvement est rapide ou lent. Tout ce qui est lent se meut à la même place et vers les objets voisins, et c'est ainsi qu'il engendre. Lorsque l'œil et quelque autre objet qui lui correspond ont, en se rapprochant, engendré la blancheur et la sensation qui lui est liée par la nature, alors tandis que se meuvent dans l'espace intermédiaire la vision qui vient des yeux et la blancheur qui vient de l'objet qui a de concert avec eux engendré la couleur, l'œil se remplit de vision et devient non pas vision mais œil voyant. Pareillement, l'objet qui a concouru avec l'œil à la production de la couleur s'est rempli de blancheur et il est devenu non pas blancheur mais blanc, par exemple bois blanc ou pierre blanche. Et il en est ainsi du froid et du chaud et des autres qualités. Rien n'est tel en soi et par soi, c'est dans leurs approches mutuelles que toutes choses naissent du mouvement sous des formes de toutes sortes. Et il est impossible de concevoir l'élément actif et l'élément passif comme existant séparément. Puisqu'il n'y a pas d'élément actif avant qu'il soit uni à l'élément passif, ni d'élément passif avant qu'il soit uni à l'élément actif. En ce qui concerne et ce qui dans telle rencontre a été agent, apparaît comme patient en s'unissant à autre chose. Il résulte de tout cela que rien n'est en soi et qu'il faut ôter de partout le mot être. On objecte à ce système les songes, les maladies, la folie et les illusions des sens. On peut répondre que la sensation pendant le rêve est tout aussi existante pour celui qui rêve que la sensation pendant la veille l'est pour celui qui veille. Que la sensation de Socrate malade est aussi vraie pour lui qu'elle l'est lorsqu'il se porte bien. Il n'y a pas d'autre juge de la sensation que celui qui l'éprouve. C'est ainsi que selon Homère, selon Héraclite, selon Protagoras, selon Théétète, la sensation est la science. Après un court intermède où Socrate annonce qu'il va examiner l'enfant nouveau-né de Théétète, et où Théodore le presse d'en dire son sentiment, il assène d'abord à Protagoras 2 terribles coups de boutoir. Pourquoi Protagoras a-t-il fait l'homme mesure de toutes choses plutôt que le porc ou le singe qui sont aussi des êtres sentants? Et si chacun est mesure de sa propre sagesse, en quoi Protagoras est-il plus sage que les autres? Peiné de voir ainsi maltraiter son ami Protagoras, Théodore renonce à répondre et en charge Théétète.